Une nuit glaciale de février, dans la campagne endormie de l'est de la France, un cri résonne à travers l'obscurité. Mais personne ne l'entend. Le lendemain matin, à quelques kilomètres d'un petit village entouré de champs détrempés, un vieil homme se dirige comme à son habitude vers un ancien chemin forestier. Il connaît les lieux par cœur, chaque pierre, chaque arbre tortueux. Au détour d'un sentier abandonné, il aperçoit un puits de pierre, recouvert depuis des décennies par une lourde dalle fissurée. Le vieil homme remarque une odeur étrange, suffocante, qui semble s'échapper de la cavité. Pris d'un mauvais pressentiment, il alerte aussitôt les autorités. Lorsque les pompiers et la gendarmerie arrivent, le silence pesant est brisé par le cliquetis des chaînes métalliques et des cordages. On soulève avec précaution la dalle et une odeur insoutenable envahit l'air froid. En contrebas, à plus de 4 mètres de profondeur, gît le corps d'une adolescente. Elle est recroquevillée, ses vêtements humides collés à sa peau livide. Le visage, à demi dissimulé par ses cheveux longs et sombres, porte les traces d'un combat. Une corde serrée autour de son cou ne laisse aucun doute. Elle a été étranglée. La scène est bouleversante. Les gendarmes se penchent au-dessus du puits, le regard figé, partagé entre la sidération et la colère. Très vite, le périmètre est bouclé. Les techniciens en identification criminelle s'affairent, photographient, prélèvent chaque élément dans une atmosphère lourde où le temps semble suspendu. L'adolescente est rapidement identifiée grâce à un bijou retrouvé sur elle, une petite chaîne en argent qu'elle portait toujours, cadeau de ses parents. Il s'agit de Camille, 16 ans, disparue depuis 3 jours. Dans le village, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les habitants, bouleversés, se rassemblent devant la mairie, incrédules. Camille était connue de tous. Une jeune fille vive, souriante, investie dans la vie scolaire et aimée de ses camarades. Sa disparition avait déjà mobilisé des dizaines de bénévoles, sillonnant les forêts et les rivières environnantes, accrochant des affiches aux arrêts de bus et aux vitrines des commerces. L'espoir fragile s'effondre brutalement à l'annonce de la découverte. Pour les parents de Camille, c'est l'impensable. Quelques heures plus tard, convoqués par la gendarmerie, ils s'effondrent à la simple évocation de ce lieu sinistre. Le père, les yeux rougis, peine à prononcer un mot. La mère, livide, murmure sans cesse « Ce n'est pas possible, pas ma fille ». Tout autour, les enquêteurs, eux aussi, comprennent qu'ils sont face à un crime d'une rare cruauté. Une adolescente étranglée, jetée dans un puits abandonné comme un objet encombrant, tout, dans cette mise en scène macabre, résonne d'une violence inouïe. La nuit tombe sur le village endeuillé. Les gyrophares bleus et un gyrophare bleu continuent envie de danser dans l'obscurité. L'autopsie est prévue dès le lendemain matin pour tenter de préciser les circonstances exactes de la mort de Camille. Mais déjà, une certitude s'impose. Quelqu'un a tué cette adolescente, quelqu'un a choisi ce lieu isolé pour dissimuler son corps, quelqu'un qui peut-être rôde encore à proximité. Au cœur de cette communauté bouleversée, une question grandit, lancinante, glaçante. Qui a pu vouloir la mort de Camille ? Et pourquoi de cette façon aussi brutale, aussi silencieuse ? C'est le début d'une enquête qui révélera bien plus qu'un simple meurtre. Une affaire où secrets, mensonges et obsessions viendront peu à peu noircir le tableau. Et tandis que les gendarmes ferment le puits et consignent chaque preuve, un nouveau chapitre s'ouvre, celui des ombres qui entouraient la vie de Camille et qui désormais devront être révélées. Le village de Saint-Martial, niché au cœur d'une vallée boisée, compte à peine 2000 habitants. C'est un endroit où tout le monde se connaît, où les générations se succèdent dans les mêmes maisons de pierre et où les habitudes rythment les saisons. Le matin, on se croise à la boulangerie, on échange quelques mots sur la pluie, les récoltes ou les rumeurs locales. L'après-midi, les enfants rentrent de l'école en courant le long des ruelles pavées avant de disparaître derrière les lourdes portes de bois des maisons familiales. C'est une communauté soudée, mais aussi marquée par cette surveillance mutuelle qui caractérise les petites communes. Ici, chacun garde un œil sur les faits et gestes de ses voisins. Camille, 16 ans, vivait avec ses parents dans une maison modeste située à l'écart du centre. Son père, ouvrier dans une scierie de la région, travaillait de longues heures, souvent harassé par le bruit des machines et la poussière du bois. Sa mère, auxiliaire de vie, s'occupait des personnes âgées du village, parcourant chaque jour des kilomètres entre les domiciles de ses patients. Ensemble, ils formaient une famille discrète, sans histoire, appréciée pour sa simplicité. Camille était leur unique enfant, un trésor qu'ils couvrent du regard, avec cette fierté silencieuse des parents de milieux modestes qui voient dans la réussite scolaire de leur fille un espoir de revanche sociale. À l'école, Camille brillait par son sérieux.
Ses professeurs la décrivaient comme une élève studieuse mais pas effacée. Elle savait s'imposer avec calme, sans arrogance. Elle aimait la littérature française, à passer des heures à annoter ses livres et à remplir des carnets de citations. Ses amis la voyaient comme une confidente, une oreille attentive, toujours prête à écouter les confidences et à apaiser les conflits. Pourtant, derrière son sourire lumineux, certains avaient remarqué des éclats d'ombre, des moments de silence, un regard perdu dans le vide, comme si elle portait en elle un secret qu'elle ne pouvait partager. Le lycée qu'elle fréquentait se situait dans la ville voisine, à 20 minutes en bus. Là, Camille découvrait un autre monde, celui d'adolescents venus de milieux plus divers, avec des horizons plus larges que ceux offerts par son petit village. Cette ouverture lui plaisait, elle s'y sentait libre, mais en même temps fragile. Plusieurs camarades racontent de plus tard qu'elle avait commencé à s'entourer de nouvelles fréquentations, parfois un peu plus âgées qu'elle, parfois en marge des codes scolaires. Rien d'alarmant, pensaient-ils alors, juste une adolescente qui cherche à trouver sa place. Le soir, elle rentrait chez elle, retrouvant l'intimité rassurante du foyer familial. Sa chambre, décorée de photos de voyage et de citations manuscrites collées au mur, était son refuge. Un endroit où elle pouvait écouter de la musique, écrire dans ses carnets et rêver d'un futur qui semblait s'ouvrir devant elle. Car Camille avait des projets, elle voulait devenir journaliste. Elle en parlait souvent à sa mère, mot avec un mélange de timidité et de détermination. Elle rêvait de partir, de quitter ce village où elle avait grandi, de découvrir le monde au-delà des collines et des champs. Mais ce village, justement, avait ses règles tacites, ses habitudes et ses regards scrutateurs. Rien ne restait longtemps secret à Sainte-Martiale. On commentait les disputes des voisins, on s'étonnait des absences de prolongés, on murmurait sur les amitiés jugées suspectes. Et quand Camille disparut, les langues se délièrent aussitôt. Certains affirmèrent l'avoir vue en compagnie d'un jeune homme inconnu quelques jours plus tôt, d'autres juraient qu'elle semblait préoccupée, distante, comme si quelque chose la hantait. Mais dans le flot des rumeurs, il devenait difficile de distinguer la vérité des fantasmes collectifs. Ce soir de février, où elle n'est pas rentrée, ses parents ont d'abord pensé à un simple retard. Puis, au fil des heures, l'angoisse s'est installée et la nuit est devenue insoutenable. Dès le lendemain, la gendarmerie a été alertée. Les recherches se sont organisées dans les bois, les champs et les chemins de campagne. Les habitants, solidaires, ont participé aux battues, armés de lampes torches et de gilets fluorescents. Mais chaque jour qui passait réduisait l'espoir de retrouver Camille, saine et sauve. Aujourd'hui, après la découverte de son corps, l'atmosphère dans le village a radicalement changé. La méfiance s'installe. Derrière les rideaux tirés, chacun se demande « Le meurtrier est-il l'un des leurs ?» Un visage familier croisé chaque matin au marché ou au café, ou bien un étranger de passage profitant de l'isolement du lieu. La peur s'infiltre dans les foyers, les parents interdisent à leurs enfants de sortir seuls, les commerces ferment plus tôt. Saint-Martial, jadis paisible et chaleureux, devient un village assiégé par la suspicion. Et au centre de cette tourmente, une question demeure. Dans la vie de Camille, qu'est-ce qui a pu attirer une telle violence ? Était-elle victime d'un hasard cruel ? Ou bien n'existait-il déjà dans son quotidien des signes avant-coureurs que personne n'avait su voir ? Les enquêteurs, désormais, doivent reconstituer son emploi du temps, ses amitiés, ses fréquentations, mais aussi les tensions cachées qui pouvaient exister derrière l'image lisse d'une adolescente sans histoire. Car chaque détail compte, chaque silence peut devenir une piste. Dans le village endeuillé, les habitants savent que l'affaire ne fait que commencer. Derrière les murs de pierre et les ruelles familières se cache peut-être la clé de l'énigme, tapie dans l'ombre d'une vie qui, en apparence, semblait si ordinaire. Et peu à peu, à mesure que les gendarmes interrogent, fouillent et recoupent les témoignages, des fissures apparaissent dans ce tableau idyllique. Des fissures qui, bientôt, révéleront les premières zones d'ombre. Camille, 16 ans, n'était pas seulement cette élève appliquée que ses professeurs admiraient. Derrière son sourire lumineux et sa silhouette frêle, se cachait une adolescente en pleine construction, traversée par les tourments de son âge. Ses amis racontent qu'elle avait une personnalité nuancée, parfois enjouée, parfois mélancolique. Elle adorait les soirées pyjama avec ses copines, à rire devant des séries télévisées, mais il lui arrivait aussi de s'isoler, d'écouter en boucle de la musique au texte sombre, comme pour apprivoiser une part de tristesse qu'elle n'osait pas partager. Ses parents, Éric et Nathalie, étaient en tout pour elle. Leur lien était fort, marqué par la tendresse, mais aussi par une certaine retenue. Dans cette famille modeste, les mots d'amour étaient rares, remplacés par des gestes simples.
Un repas préparé, une attention discrète, une main posée sur l'épaule. Camille ressentait ce soutien, même si, comme toutes les adolescentes, elle aspirait parfois à s'éloigner, à prendre de la distance. Elle rêvait de voyages, de grandes villes, de rencontres nouvelles. Mais en même temps, elle restait attachée à ses racines, consciente des sacrifices de ses parents. Au lycée, Camille formait un petit groupe inséparable avec deux amies, Marion et Sarah. Ensemble, elles partageaient les bancs de la cantine, les secrets murmurés dans les couloirs, les confidences qu'il y avait sur les garçons, les peurs et les espoirs d'un avenir encore flou. Marion la décrivait comme celle qui écoute toujours, capable d'apaiser les tensions et de trouver les mots justes. Sarah, elle, se souvenait de cette habitude qu'avait Camille de noter des phrases dans un petit carnet, comme si chaque détail de la vie méritait d'être capturé. Mais autour de ce cercle proche gravitait aussi une autre influence, celle de Léo, un jeune homme de 19 ans que Camille avait rencontré par l'intermédiaire d'amis plus âgés. Grand, brun, charismatique, Léo ne passait pas inaperçu. Ancien élève du même lycée, il avait abandonné ses études pour travailler dans un garage automobile. Beaucoup le considéraient comme un garçon instable, parfois colérique, mais d'autres admiraient son côté magnétique, sa façon d'attirer l'attention. Camille semblait intriguée par lui. Certains disent qu'elle l'admirait, d'autres qu'elle en avait peur. Dans son entourage, les avis divergeaient. Marion et Sarah se méfièrent de Léo, convaincus qu'il exerçait une mauvaise influence. Mais Camille, malgré leurs avertissements, continuait de le fréquenter en cachette. Elle avait confié à une camarade qui lui faisait sentir qu'elle comptait vraiment, que pour lui, elle n'était pas seulement une élève studieuse d'un petit village. Pourtant, derrière cette fascination, se cachait une relation déséquilibrée, ponctuée de tensions, de disputes et parfois de silences pesants. Au village, d'autres figures venaient de compléter le tableau. Il y avait Monsieur Desmoulins, l'instituteur à la retraite, qui connaissait Camille depuis l'enfance et qui la décrivait comme une enfant pleine de lumière. Il y avait aussi le patron de la boulangerie, qui se souvenait de ses passages matinaux, toujours polie, toujours souriante. Tous peignaient le portrait d'une adolescente sans histoire. Mais peu savaient ce qui se jouait réellement dans sa vie intime. Car Camille avait aussi commencé à se lier avec des personnes extérieures au cercle villageois. Sur les réseaux sociaux, elle échangeait avec des inconnus et parfois bien plus âgés qu'elle. Ses parents, peu familiers de ses usages numériques, n'avaient pas conscience de l'ampleur de ces interactions. Pour eux, leur fille restait une adolescente protégée, entourée de ses copines de lycée. Mais déjà, une autre facette de sa vie se tissait en parallèle, discrète, invisible aux yeux de la plupart. Les enquêteurs, en reconstituant son entourage, s'intéressent particulièrement à ces zones d'ombre. Le contraste entre l'image publique de Camille, une élève brillante, une fille respectueuse, une adolescente aimée, et ses fréquentations plus ambiguës attire leur attention. Était-elle victime d'une manipulation, d'un lien toxique, ou bien cherchait-elle simplement à explorer des horizons différents comme beaucoup de jeunes de son âge? Les parents, eux, peinent à comprendre. Lors des premières auditions, ils affirment n'avoir jamais entendu parler de Léo, ni d'autres garçons qui auraient se pu approcher leur fille. Pour eux, Camille restait leur enfant modèle, sérieuse, concentrée sur ses études. Cette ignorance révèle un décalage douloureux. Celui d'une adolescente qui, sans rompre avec sa famille, avait commencé à mener une vie parallèle et faite de confidences partagées avec ses amis, de secrets gardés jalousement, et peut-être de risques qu'elle n'avait pas mesurés. Autour d'elle, les portraits se croisent et s'entrecroisent. Ses amies inquiètes mais impuissantes. Ce jeune homme charismatique, Léo, qui apparaît comme une présence troublante. Les habitants du village, bouleversés mais aussi prompts à suspecter. Ses parents, anéantis, qui découvrent avec stupeur que leur fille avait des zones d'ombre qu'ils n'imaginaient pas. Et au milieu de tous, une adolescente étranglée, retrouvée au fond d'un puits, dont la vie révèle déjà des complexités insoupçonnées. C'est dans ces contradictions que les enquêteurs devront plonger. Car derrière chaque sourire, chaque amitié, chaque silence, se cache peut-être une clé. Une clé qui, bientôt, fera basculer l'enquête vers les premiers signes d'ombre, là où l'innocence se fissure et où la vérité commence à se dessiner. Les jours qui ont précédé la disparition de Camille semblent, à première vue, banals. Mais en les revisitant, les enquêteurs découvrent des détails qui, mis bout à bout, composent un tableau beaucoup plus inquiétant. Plusieurs témoins se souviennent d'avoir vu Camille plus réservée que d'habitude. Une amie raconte qu'elle paraissait nerveuse comme si elle craignait quelque chose. Dans la cour du lycée, elle aurait confié à Marion qu'elle ne se sentait pas tranquille, sans préciser davantage. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Camille aurait simplement haussé les épaules, puis changé de sujet.
Le soir, à la maison, Nathalie remarque aussi un changement. Sa fille, d'ordinaire volubile, se murait parfois dans un silence inhabituel. Elle passait plus de temps que jamais sur son téléphone, échangeant des messages qu'elle s'empressait d'effacer ensuite. Quand sa mère lui posait des questions, Camille répondait vaguement, évitant de croiser son regard. Éric, le père, moins attentif aux détails, se contentait de penser qu'il s'agissait d'une phase normale d'adolescence. Mais Nathalie, elle, sentait que quelque chose lui échappait. Dans le village, certains affirment avoir aperçu Camille en compagnie de Léo à plusieurs reprises, souvent à l'écart. On les aurait vus discuter vivement près de l'arrêt de bus, lui semblant agacée, elle baissant les yeux. Un commerçant raconte les avoir croisés un après-midi. Elle avait l'air tendue, comme si elle voulait partir, mais qu'il la retenait. Des détails troublants qui, a posteriori, prennent une importance capitale. Les enquêteurs s'intéressent alors de plus près à Léo. Son passé, bien que court, est marqué par des épisodes instables. Après avoir quitté le lycée, il enchaînait les petits boulots sans jamais s'y fixer. Son caractère impulsif lui avait déjà valu quelques altercations, notamment lors de soirées. Plusieurs jeunes du coin décrivent un garçon possessif, jaloux, surtout lorsqu'il s'agissait de ses relations avec les filles. Certains affirment même qu'il n'acceptait pas que Camille lui échappe. Mais Léo n'est pas le seul à susciter des interrogations. Les gendarmes découvrent aussi que Camille entretenait une correspondance en ligne avec un inconnu via un réseau social. Les messages, retrouvés sur son téléphone, laissent entrevoir une relation ambiguë. Cet interlocuteur, plus âgé, semblait s'intéresser de près à la vie de la jeune fille, posant des questions insistantes, parfois intrusives. Camille lui répondait avec prudence, mais les échanges montrent qu'elle ne coupait pas le contact. Pour les enquêteurs, cette piste devient immédiatement cruciale. Qui était cet homme? Et quel rôle a-t-il pu jouer dans son destin tragique? Dans le cercle proche, les contradictions s'accumulent. Sarah, l'une de ses meilleures amies, affirme que Caman lui avait confié son envie de couper les ponts avec Léo, qu'elle trouvait de plus en plus oppressant. Marion, en revanche, soutient que Camille semblait encore fascinée par lui, oscillant entre peur et attirance. Ces témoignages divergents brouillent la lecture des enquêteurs. Était-elle en danger immédiat ou simplement prise dans les tumultes d'une relation adolescente trop intense? À l'école, certains professeurs notent aussi un léger relâchement dans son travail, inhabituel chez elle. Rien de spectaculaire, mais assez pour surprendre ceux qui connaissaient sa rigueur. Une enseignante raconte que Camille avait rendu une rédaction bâclée, comme si son esprit était ailleurs. D'autres élèves disent qu'elle paraissait fatiguée, préoccupée. Et puis, il y a cet élément troublant, le carnet de notes que Camille ne quittait jamais. Les gendarmes, en fouillant sa chambre, le retrouvent dissimulé dans une boîte sous son lit. À l'intérieur, des phrases énigmatiques, griffonnées à la hâte. « Je dois faire attention, ils ne comprennent pas, je ne veux pas y aller ». Ces mots, écrits dans son écriture serrée, laissent planer un voile de mystère. De quoi parlait elle? Qui était en Cécile? Pour ses parents, la lecture de ce carnet est un choc. Ils découvrent une facette de leur fille qu'ils ne soupçonnaient pas, une vie intérieure marquée par des tensions dont ils n'avaient jamais eu conscience. Nathalie, bouleversée, avoue à demi-mot qu'elle se sent coupable. « J'aurais dû voir qu'elle n'allait pas bien. J'aurais dû insister. » Le climat dans le village s'alourdit. Les regards se font plus suspicieux, les rumeurs plus insistantes. Certains affirment que Léo a été vu près du bois la nuit de la disparition. D'autres évoquent des béasémogues, des bruits étranges autour de l'ancien puits abandonné. Rien n'est confirmé, mais tout alimente la peur. Et dans cette atmosphère de suspicion, un sentiment glaçant s'installe. Le danger n'était peut-être pas venu de loin. Il rôdait déjà autour de Camille, dans les cercles qu'elle fréquentait chaque jour. Les enquêteurs savent qu'ils devront démêler ces contradictions. Entre l'adolescente souriante et appliquée, l'amie fidèle, la fille aimée et la jeune fille inquiète, tiraillée entre des influences contradictoires, se dessine le portrait d'une victime dont la vie déjà comportait des zones de tension. Et dans ces zones d'ombre, bientôt, l'escalade se profile. Car ce qui n'était encore que de petites fissures va s'ouvrir brutalement, jusqu'à laisser place à la violence. Les semaines qui précèdent la disparition de Camille dessinent une tension croissante, comme une corde qui se tend inexorablement jusqu'à la rupture. Ses proches ne le savaient pas encore, mais chaque détail, chaque silence annonçait une escalade vers le drame. Avec Léo, la relation devient plus pesante. Plusieurs témoins se souviennent les avoir vus se disputer violemment près du lycée. Camille, d'ordinaire discrète, haussait le ton avant de tourner les talons. Lui la suivait, tentant de la retenir, parfois en l'empoignant par le bras.
Marion, présente une fois lors de ces scènes, raconte aux enquêteurs, elle n'était plus elle-même, elle avait l'air à la fois effrayée et fascinée, comme si elle voulait s'en détacher, mais qu'elle n'y arrivait pas. Léo, de son côté, se vantait parfois devant ses amis d'être celui qui savait vraiment qui était Camille, prétendant qu'elle lui confiait des secrets que personne d'autre ne connaissait. Mais dans ses propos, un ton inquiétant transparaissait, une forme de possessivité, presque de domination. Certains disent qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle puisse lui échapper, qu'il la considérait comme une conquête qu'il ne voulait pas perdre. Dans le téléphone de Camille, les enquêteurs découvrent des messages supprimés mais en partie récupérables. Plusieurs proviennent de Léo, souvent insistants, parfois menaçants. « Tu ne peux pas m'ignorer comme ça. Si tu parles à d'autres, je le saurai. Tu crois que tu peux m'abandonner ?» Ces phrases glaçantes témoignent d'un rapport de force déséquilibré, où la peur s'installe peu à peu. Mais il n'y a pas que Léo. Les échanges en ligne avec l'inconnu continuent parallèlement. Cet homme, que les enquêteurs parviendront plus tard à identifier comme un trentenaire vivant dans une ville voisine, semblait jouer sur une autre corde, celle de la séduction et de la flatterie. Ces messages, plus subtils, entretenaient l'illusion d'une complicité intellectuelle valorisant Camille, lui donnant l'impression d'être spéciale. Cette double influence, l'une brutale, l'autre enjôleuse, plaçait l'adolescente dans une spirale dangereuse. Elle oscillait entre l'emprise d'un garçon jaloux et la fascination pour un inconnu plus âgé. Ses amis s'en inquiétaient, Marion lui conseillait de couper les ponts avec Léo, Sarah lui disait de se méfier des discussions en ligne. Mais Camille, peut-être par naïveté, peut-être par désir d'émancipation, continuait à entretenir ces liens contradictoires. Elle semblait chercher à s'affirmer, à expérimenter, tout en restant prisonnière d'un jeu qui la dépassait. À la maison, ses parents percevaient le malaise sans pouvoir le nommer. Éric, absorbé par son travail, restait en retrait. Nathalie, plus attentive, tentait d'ouvrir le dialogue. Mais chaque tentative se heurtait à des réponses évasives. « Ça va, laisse-moi tranquille », répétait Camille. Des mots banals d'adolescente, mais qui, dans ce contexte, résonnaient comme un appel au secours étouffé. La tension devient plus visible à l'école, ses professeurs remarquent de son regard absent, ses notes qui chutent légèrement. Une conseillère d'éducation l'aborde, lui demande si quelque chose la préoccupe. Camille esquive, sourit faiblement, mais son malaise transpire dans chacun de ses gestes. Puis survient un épisode troublant. Une camarade raconte que, quelques jours avant sa disparition, Camille lui avait confié « J'ai peur de ce qui va arriver ». Mais à la question « De quoi as-tu peur ?» elle n'a jamais répondu. Dans le village, certains commencent à parler. On chuchote que Léo a été aperçu en train de rôder près de la maison des parents de Camille. On dit aussi qu'il la suivait parfois à la sortie du bus. D'autres évoquent un soir où une voiture étrangère aurait été vue stationnée non loin de chez elle, moteur éteint, phare coupé. Des détails qui séparément paraissent insignifiants, mais qui, ensemble, dessinent un climat de menace. Camille, de plus en plus fragile, semble s'enfermer dans une double vie. À ses amis, elle confie ses angoisses. À ses parents, elle cache la vérité, ne voulant pas les inquiéter. Aux yeux du village, elle reste la jeune fille même modèle, alors qu'en réalité, elle est au bord du gouffre. Le soir de sa disparition, plusieurs témoins affirmeront l'avoir vue quitter le lycée comme d'habitude, son sac en bandoulière, ses écouteurs dans les oreilles. Mais après, le flou s'installe. Certains disent qu'elle a pris le bus, d'autres jurent l'avoir vue monter dans une voiture. Les versions se contredisent, alimentant un mystère insoutenable. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, tout s'accélère. Ce qui n'était encore qu'une succession de disputes, de secrets et de contradictions bascule dans l'irréversible. L'escalade atteint son point de non-retour. Et dans cette tension grandissante, une certitude s'impose. La tragédie de Camille n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un engrenage, d'une spirale, où la violence, la peur et les silences se sont mêlés, jusqu'à conduire à cette nuit glaciale où son destin a basculé. Bientôt l'histoire atteindra son point de rupture. Le crime lui-même, une nuit où l'ombre a englouti la lumière et où le drame s'est scellé à jamais. Le vendredi 14 février, une nuit glaciale s'abat sur la vallée de Saint-Martial. Le vent souffle dans les ruelles désertes, les réverbères diffusent une lumière jaune et fragile, et les champs alentours sont plongés dans une obscurité compacte. Ce soir-là, Camille quitte le lycée comme à son habitude, son sac jeté sur l'épaule, les écouteurs vissés dans les oreilles. Plusieurs camarades disent l'avoir vue monter dans le bus de 17h20. Son sourire semblait absent, son regard ailleurs. Personne ne se doute alors qu'il s'agit de ses derniers instants connus. Le bus s'arrête au centre du village vers 17h45. Là, les versions divergent.
Certains affirment qu'elle a descendu les marches, qu'elle a traversé la place en direction de la boulangerie. Une habitante raconte même l'avoir aperçue entrer dans la petite supérette pour acheter une boisson. Mais d'autres assurent ne pas l'avoir vue du tout, comme si elle avait disparu avant même de poser le pied sur le pavé. Ce flou persistant hante encore l'enquête aujourd'hui. Peu après 18 heures, Camille aurait envoyé un dernier message à Sarah, son amie de toujours. Le contenu est laconique, on parlera demain, puis plus rien. Le téléphone s'éteint brutalement, comme si la batterie avait été retirée ou l'appareil volontairement éteint. Un détail qui intrigue immédiatement les enquêteurs. L'adolescente ne quittait jamais son portable, toujours greffée à ses réseaux sociaux. À la maison, Nathalie prépare le dîner en attendant sa fille. 18h de 30, 19h, puis 20h, Camille n'arrive pas. Le père, Éric, croit d'abord à un retard. Mais quand les heures s'allongent, l'inquiétude devient panique. Nathalie tente d'appeler sa fille. Le téléphone sonne dans le vide. À 21h, les parents sortent en voiture, sillonnant les rues du village, appelant son nom à travers la nuit glacée. À 22h, la gendarmerie est alertée. Les premières recherches s'organisent dès le lendemain. Les gendarmes interrogent les habitants et vérifient les arrêts de bus, fouillant les bois voisins, mais aucune trace. Le visage de Camille s'affiche rapidement sur les réseaux sociaux et sur les affiches placardées dans les commerces. Une photo lumineuse, son sourire doux, une chaîne argentée autour du cou. Les habitants se mobilisent, les battus se succèdent. Les champs, les rivières, les sentiers forestiers sont passés au peigne fin. Mais Camille demeure introuvable et puis, 3 jours plus tard, le 17 février, survient la découverte macabre. Un vieil homme, habitué des promenades matinales, aperçoit la dalle fissurée recouvrant un ancien puits à l'orée du bois. Une odeur étrange s'en échappe. Il alerte aussitôt les autorités. Lorsque les gendarmes et les pompiers soulèvent la dalle, l'air devient irrespirable. À 4 mètres de profondeur repose le corps sans vie de Camille. L'image est insoutenable. Le froid, l'humidité et l'obscurité ont marqué le corps. Ses vêtements sont déchirés, son visage porte les stigmates d'une lutte. Autour de son cou, une corde serrée, nouée avec brutalité. L'adolescente a été étranglée avant d'être jetée dans cette cavité, abandonnée comme un objet encombrant. La violence du geste glace d'effroi les enquêteurs présents. La nouvelle se répand dans le village comme une onde de choc. Les cloches de l'église sonnent, non pas pour une messe, mais pour rassembler les habitants. Les regards se croisent, emplis de peur et de suspicion. L'image d'un village paisible s'effondre brutalement. Désormais, chacun sait que l'un d'eux, ou quelqu'un qu'il croise chaque jour, a pu commettre l'irréparable. L'autopsie, réalisée dès le lendemain à l'Institut médico-légal de Strasbourg, confirme les craintes les plus sombres. Camille est morte par strangulation. Les marques sur son cou révèlent une force exercée avec une rage froide. Ses mains portent des griffures, preuve qu'elle a tenté de se défendre. Aucun signe d'agression sexuelle n'est relevé, mais l'acte n'en est pas moins d'une brutalité inouïe. Pour les parents, le monde s'écroule. Dans la salle d'attente de la gendarmerie, Nathalie s'effondre lorsqu'on lui annonce les conclusions. « Je n'ai pas su la protéger », murmure-t-elle. Éric, le regard dur, reste muet, ses poings crispés sur ses genoux. Tout autour, les gendarmes sentent le poids d'une douleur qu'aucune parole ne peut apaiser. Dans les médias locaux, l'affaire explose. Les journaux titrent « Une adolescente retrouvée étranglée dans un puits ». Les chaînes nationales s'emparent rapidement du drame. Les caméras s'installent aux abords du village, les journalistes interviewent liens voisins et commerçants. Certains dénoncent l'influence toxique de Léo, d'autres évoquent la piste de l'inconnu rencontré sur Internet. Mais tous s'accordent sur une certitude. Camille a été victime d'un acte prémédité, et le tueur court toujours. Dans le silence pesant du village, les habitants retiennent leur souffle. Les gendarmes multiplient les perquisitions, recueillent les témoignages, établissent une chronologie des derniers instants connus de l'adolescente. Chaque détail compte, chaque mot peut devenir une piste. Désormais, l'enquête prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de retrouver une adolescente disparue. Il s'agit de traquer un meurtrier. Un meurtrier qui, quelque part, observe peut-être encore le village dissimulé derrière un visage familier. Et tandis que la terre encore humide se referme sur le puits maudit, une nouvelle étape s'ouvre, celle de l'enquête, avec ses fausses pistes, ses révélations troublantes et ses secrets qui, peu à peu, viendront fissurer les apparences. Au lendemain de la découverte du corps, la gendarmerie de Saint-Martial est transformée en véritable quartier général. Le colonel de brigade régionale dépêche sur place une cellule d'investigation spécialisée dans les affaires criminelles. Des enquêteurs venus de Strasbourg et de Nancy se joignent à l'équipe locale. L'objectif est clair, identifier au plus vite le meurtrier de Camille.
Les premières heures sont cruciales. Les gendarmes dressent la liste des personnes à interroger en priorité. Les parents, les amis proches, les derniers témoins l'ayant vue vivante, et bien sûr, Léo, ce jeune homme de 19 ans dont le nom revient sans cesse dans les conversations. Le 18 février au matin, les parents de Camille sont reçus dans une salle sobre au mur blanc. Nathalie tremble en évoquant la dernière soirée où elle a vu sa fille. Elle est partie comme d'habitude, je n'ai rien vu d'anormal. Éric, le père, serre les dents, répond peu mais son regard en dit long. Les gendarmes comprennent rapidement que la famille n'avait pas conscience de la double vie de leur fille, ni de la relation qu'elle entretenait avec Léo. Cette découverte les bouleverse. Puis vient le tour des amis. Marion et Sarah, effondrées, racontent ce qu'elles savaient. Marion insiste sur l'emprise de Léo, sur ses colères, sur la peur qu'il inspirait parfois à Camille. Sarah, elle, mentionne les messages étranges qu'elle avait perçus sans jamais avoir pu lire leur contenu. Les enquêteurs notent de tout inconscient que ces éléments sont peut-être la clé du drame. Léo est convoqué dès l'après-midi. Grand, nerveux, vêtu d'un sweat noir, il s'installe face aux gendarmes. Son attitude est provocatrice, oscillant entre assurance et irritation. Il affirme avoir aimé Camille, mais nie toute implication dans sa mort. « J'étais chez moi ce soir-là », répète-t-il. Pourtant, ses propos sont truffés de contradictions. Sur certains points, il dit ne pas se souvenir. Sur d'autres, il change de version. Quand les enquêteurs l'interrogent sur les disputes aperçues par des témoins, il s'agace. C'est normal de se disputer, ça arrive à tout le monde. Les gendarmes fouillent son domicile, un petit appartement en périphérie du village. Ils saisissent son téléphone, son ordinateur, plusieurs vêtements. Rien, pour l'instant, ne relie directement Léo au crime. Mais les enquêteurs savent qu'il faut creuser davantage. Parallèlement, une autre piste prend forme, celle des échanges en ligne. Le téléphone de Camille révèle des conversations persistantes avec un certain Alex, un homme de 32 ans vivant à une quarantaine de kilomètres. Les messages, parfois anodins, deviennent par moments troublants. « Tu devrais venir me voir, tu serais mieux avec moi qu'avec des gamins. » Cet Alex est rapidement identifié et convoqué. Devant les enquêteurs, il reconnaît avoir discuté avec Camille, mais nie toute rencontre physique. « Je ne l'ai jamais vu en vrai », jure-t-il. Son emploi du temps est vérifié. Selon ses déclarations, il travaillait tard, le soir de la disparition. Ses collègues confirment sa présence. La piste, un temps brûlante, semble s'affaiblir. Dans le village, l'agitation est à son comble. Les médias nationaux campent devant la mairie, installant leurs caméras, interviewent les habitants. Les visages passent en boucle à la télévision. Camille, souriante sur ses photos, Léo sortant de la gendarmerie, les parents effondrés. La France entière découvre Saint-Martial, ce village ordinaire devenu le théâtre d'un crime atroce. Les gendarmes poursuivent leur minutieux travail. Ils retracent les dernières heures de Camille avec une précision d'horloger. Les images de vidéosurveillance de la supérette du village montrent effectivement Camille achetant une boisson vers 17h50. Elle apparaît seule, le regard pressé. Mais aucune caméra ne couvre le trajet jusqu'à chez elle. Après ce passage, son image disparaît. Des témoins affirment avoir entendu une dispute près du chemin forestier, ce soir-là, vers 18h30. D'autres disent avoir aperçu une silhouette masculine suivant une jeune fille. Mais dans la nuit tombante, personne n'a su identifier clairement les visages. Les techniciens en identification criminelle continuent d'analyser le puits et ses alentours. Quelques empreintes partielles sont relevées, mais elles sont incomplètes, trop abîmées pour une identification immédiate. Une mèche de cheveux est retrouvée coincée dans une aspérité de la pierre, appartenant bien à Camille. Mais à part cela, peu d'indices matériels. Alors, les enquêteurs se tournent vers la psychologie. Ils tentent de comprendre la dynamique relationnelle autour de Camille. Une adolescente brillante mais fragile, prise entre un petit ami jaloux et un inconnu plus âgé. Une jeune fille qui avait commencé à mentir à ses parents, à dissimuler ses angoisses à ses amis. Tout indique une spirale. Mais quelle en est l'issue exacte? Les jours passent. L'enquête piétine. Les habitants exaspérés réclament des réponses. La peur se mue en colère. Certains pointent du doigt Léo, persuadé de sa culpabilité. D'autres préfèrent de croire à un étranger, un prédateur de passage. Les divisions s'accentuent. Puis un élément inattendu surgit. Un témoin affirme avoir vu une voiture grise garée non loin du puits, le soir de la disparition. Le modèle correspond à celui de Léo. Interrogé de nouveau, il nie catégoriquement. « Ma voiture n'a pas bougé de ma résidence. » Mais les enquêteurs savent qu'ils tiennent un fil. La tension monte. Les regards, au village, deviennent lourds de suspicion.
Les parents de Camille, écrasés par la douleur, demandent publiquement que justice soit faite. On doit savoir qui a fait ça, déclare Éric d'une voix brisée. Désormais, chaque indice, chaque témoignage, chaque contradiction est scruté avec attention. L'enquête bascule vers une phase plus serrée où les confrontations directes vont commencer, car tôt ou tard, la vérité finira par surgir. Et dans ce labyrinthe d'ombres et de silence, une première révélation se prépare. Une révélation qui va bouleverser les certitudes et rapprocher un peu plus les enquêteurs du meurtrier de Camille. Les enquêteurs savent bien qu'ils ne peuvent se contenter des rumeurs et des suppositions. Il leur faut des preuves tangibles, des faits irréfutables. Dans les laboratoires de la police scientifique, les résultats commencent à tomber. Sur la corde retrouvée autour du cou de Camille, des traces infimes de fibres textiles sont identifiées. Ces fibres correspondent à un tissu synthétique utilisé dans certains sweats de sport. Une coïncidence troublante, car Léo possède un vêtement de ce type, saisi lors de la perquisition. En parallèle, l'analyse téléphonique révèle une donnée capitale. Le portable de Camille, éteint brutalement le soir de sa disparition, a borné pour la dernière fois à proximité du bois, où se trouve le puits. Au même moment, le téléphone de Léo, censé être resté chez lui selon ses déclarations, a également borné dans cette zone. La confrontation des deux données est implacable. Ils étaient ensemble ce soir-là, dans le secteur précis où le corps sera retrouvé. Les enquêteurs convoquent Léo pour une nouvelle audition. Face à eux, le jeune homme se montre d'abord bravache. Il persiste à nier toute implication. Mais quand les gendarmes placent devant lui les relevés de téléphonie, son assurance vacille. Il tente de se rattraper, évoque une promenade, puis une coïncidence. Mais ses explications s'effondrent sous le poids des preuves. Dans le même temps, un voisin de la résidence de Léo déclare avoir entendu des bruits inhabituels le soir de la disparition. Des claquements de portières, une voix élevée. Un autre affirme avoir vu Léo sortir précipitamment en voiture, seul peu après 18 heures. Ces témoignages, recoupés, dessinent une chronologie de plus en plus précise. Puis survient un détail décisif. Dans le coffre de la voiture de Léo, les techniciens découvrent des traces de boue identiques à celles présentes autour du puits. L'ADN de Camille, en faible quantité, est retrouvé sur une fibre incrustée dans le revêtement du coffre. Cette découverte fait l'effet d'une bombe. Convoqué une troisième fois, Léo change de ton. Il reconnaît avoir vu Camille le soir de sa disparition. Mais il tente de transformer la réalité. Selon lui, elle aurait voulu discuter, puis serait montée volontairement dans sa voiture. Il admet une dispute, mais jure qu'il l'a laissée partir vivante. Les enquêteurs savent que ce récit ne tient pas. Ils le pressent, le confrontent aux contradictions. Peu à peu, ses certitudes s'effritent. Lors d'une garde à vue prolongée, Léo finit par lâcher une version plus sombre. Oui, il s'est disputé avec Camille. Oui, il a perdu son sang-froid. Je voulais juste qu'elle m'écoute, dit-il d'une voix brisée. Il admet l'avoir serrée par le cou pour la faire taire, mais il maintient qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Il raconte ensuite avoir paniqué, transporté son corps dans le coffre, puis jeté dans le puits pour que personne ne le trouve. Ces mots, terrifiants dans leur froideur, marquent un tournant. Pour les enquêteurs, il ne s'agit pas d'un simple aveu, c'est une confirmation de l'horreur. Mais les zones d'ombre persistent. Pourquoi la corde? Pourquoi cet acte aussi violent, prémédité par le choix du lieu? Léo minimise, se présente comme dépassé par ses émotions. Pourtant, tout laisse penser qu'il avait prévu cette issue. Les parents de Camille sont informés de l'aveu. Dans la salle de la gendarmerie d'Auxerre, Nathalie s'écroule en larmes, répétant « Pourquoi? Pourquoi lui faire ça ?» Éric lui reste figé, les traits durcis par une rage muette. Leur douleur est insupportable. Dans le village, la nouvelle de l'aveu de Léo se répand comme une traînée de poudre. Les habitants, stupéfaits, peinent à réaliser que ce garçon qu'ils croisaient chaque jour puisse être le meurtrier. Certains se sentent coupables de n'avoir rien vu, d'autres soulagés que l'enquête ait enfin trouvé un coupable. Mais tous restent bouleversés par la brutalité des faits. Les médias s'emparent aussitôt de l'aveu. Les journaux titrent « Léo reconnaît avoir étranglé Camille ». Les plateaux télé se remplissent d'experts expliquant la mécanique des crimes passionnels, les signes avant-coureurs de l'emprise. La France entière suit désormais l'affaire, qui devient le symbole tragique des dérives adolescentes et des violences relationnelles. Pour les enquêteurs, cependant, l'affaire n'est pas close. Ils doivent consolider les preuves, éviter toute faille qui pourrait permettre à Léo de se rétracter. Ils examinent ses antécédents, ses relations passées, ses accès de colère. Plusieurs ex-petites amies décrivent un jeune homme jaloux, colérique, capable d'explosions de violence. Des témoignages qui viennent renforcer le dossier à charge.
Et au cœur de cette enquête, une vérité s'impose. Ce crime n'est pas né d'un simple geste impulsif. Il est le résultat d'une escalade, d'une emprise, d'un engrenage où la jalousie et la violence ont conduit à l'irréparable. Désormais, une nouvelle étape attend la famille, les habitants et les enquêteurs, le procès. Là où la vérité sera confrontée publiquement, où les parents de Camille devront entendre, face au meurtrier de leur fille, les mots insoutenables d'un drame qu'ils ne pourront jamais oublier. La salle d'audience du tribunal de grande instance est comble ce matin d'automne. Sur les bancs, des journalistes, des habitants de Saint-Martial et surtout la famille de Camille venus affronter l'insoutenable, le procès de l'homme qui a étranglé leur fille. L'atmosphère est lourde, presque suffocante, chaque regard est braqué vers le box des accusés où se tient Léo, vêtu d'une chemise sombre, les épaules rentrées. Lui qui, autrefois, paradait avec assurance dans les rues du village, n'est plus qu'un jeune homme pâle, le regard fuyant. Dès l'ouverture des débats, le président rappelle les faits. Une adolescente de 16 ans retrouvée étranglée au fond d'un puits après 3 jours de disparition. Léo, âgé de 19 ans au moment du drame, a reconnu avoir serré le cou de Camille, puis dissimulé son corps, mais il nie toute intention de tuer, parlant d'un geste incontrôlé. Les parents de Camille s'accrochent l'un à l'autre, le visage fermé. Nathalie, la mère, fixe l'accusé sans ciller comme pour graver son image une dernière fois. Éric, le père, se tient droit, les poings serrés, contenus dans une dignité glaciale. Leurs avocats ont prévenu, ce procès sera éprouvant car chaque mot, chaque détail ravivera la douleur. L'accusation déroule son dossier avec méthode. Les preuves sont implacables. La corde retrouvée sur le corps, les fibres textiles identifiées, les traces dans le coffre de la voiture, les relevés téléphoniques plaçant Léo sur les lieux. Les experts médico-légaux décrivent la strangulation avec une précision clinique. Ils expliquent la force nécessaire, le temps que dure une telle agonie, de longues minutes de lutte silencieuse. La salle frissonne, certains détournent le regard, puis vient le témoignage des amis de Camille. Marion raconte la peur de son amie, ses confidences murmurées à propos de Léo. Elle voulait s'éloigner, mais il ne la laissait pas partir. Sarah évoque le dernier message reçu, ce « On parlera demain » qui résonne désormais comme une promesse brisée. Les 2 jeunes filles y sanglotent à la barre, incapables de retenir leur émotion. Les avocats de la défense tentent de sauver l'image de Léo. Ils parlent d'un garçon instable, d'une adolescence compliquée, d'un geste de panique et non d'un meurtre prémédité. Ce n'est pas un monstre, c'est un jeune homme qui a perdu le contrôle, plaide l'un d'eux. Mais leurs mots se heurtent à la froideur des faits. Lorsque vient le tour de Léo de s'exprimer, le silence se fait dans la salle. Il s'avance au micro, la voix hésitante. « Je ne voulais pas la tuer. Je voulais juste qu'elle m'écoute. J'ai paniqué. » Mais ces phrases sonnent creux. Aucun remords véritable ne transparaît, seulement une tentative de minimiser. Les parents de Camille détournent le regard. Pour eux, rien ne pourra justifier ce qui s'est passé. Le procureur, lui, est catégorique. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple geste impulsif, mais d'un crime marqué par la volonté de dominer, de posséder. Camille a été étranglée avec une corde puis jetée dans un puits. Comment croire à l'accident ? Sa voix résonne dans la salle implacable. Il requiert 25 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté. La défense tente une dernière fois de plaider les circonstances atténuantes, la jeunesse de l'accusé, son absence d'antécédents judiciaires. Mais les jurés restent impassibles. Après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. Léo est reconnu coupable de meurtre sur mineur. La peine est lourde, 25 ans de réclusion, dont 18 ans incompressibles. La salle accueille la décision dans un silence pesant. Les parents de Camille s'étreignent, les larmes aux yeux. Ce n'est pas un soulagement, car rien ne ramènera leur fille. Mais c'est une forme de justice, un point final judiciaire au drame. Pour Nathalie et Éric, le retour au village sera difficile. Ils savent que les regards ne seront plus jamais les mêmes. Saint-Martial restera marqué à jamais par ce procès, par ce visage familier devenu celui d'un meurtrier, par cette adolescente souriante dont la vie s'est éteinte trop tôt. Et au-delà du tribunal, une autre question résonne désormais. Comment continuer à vivre quand la justice a parlé mais que l'absence, elle, demeure pour toujours? L'affaire de Camille devient alors plus qu'un simple fait divers. Elle incarne pour beaucoup l'ombre terrifiante de ces relations adolescentes où la jalousie et la possession conduisent à l'irréparable. Dans les colonnes des journaux, les experts parlent de l'importance de détecter les signes d'emprise, de briser les silences. Mais pour ceux qui l'ont connue, Camille restera avant tout une jeune fille pleine de vie, volée par la brutalité d'un seul geste. Le procès terminé, le village retombe dans un calme trompeur.
Les journalistes plient à leur caméra, les jurés rentrent chez eux, mais l'histoire de Camille ne s'efface pas. Elle demeure dans les mémoires, dans les conversations murmurées, dans les regards qui évitent encore certains lieux, comme ce puits maudit devenu symbole d'horreur. Et déjà, une dernière étape se dessine, celle de l'héritage de ce drame. Comment la mémoire de Camille lui sera-t-elle préservée? Comment ses parents, ses amis, son village porteront-ils ce fardeau dans les années à venir? Les années passent, mais à Saint-Martial, rien n'est plus comme avant. Le village, autrefois paisible et replié sur ses habitudes, a gardé une blessure ouverte, une cicatrice que le temps ne parvient pas à refermer. Le nom de Camille résonne encore dans les conversations, comme une ombre douce et douloureuse, rappelant la brutalité d'un destin brisé. Au centre du village, près de la mairie, une plaque commémorative a été installée en sa mémoire. Chaque année, à la date de sa disparition, une marche silencieuse est organisée. Les habitants, les camarades de classe, les professeurs et même de simples anonymes s'y joignent. Des fleurs blanches sont déposées au pied de la stèle et une bougie reste allumée toute la nuit. Ce rituel est devenu une façon de dire « nous ne t'oublions pas ». Pour ses parents, Nathalie et Eric, la vie s'est fragmentée. Ils vivent désormais dans une maison plus discrète, un peu en retrait du village. Nathalie a quitté son emploi, incapable de reprendre ses tournées auprès des personnes âgées, trop souvent confrontées au regard de pitié ou aux murmures maladroits. Eric, lui, s'est réfugié dans le travail manuel comme pour étouffer le vide par le bruit des machines et l'épaisseur du bois. Leur douleur est silencieuse mais omniprésente. À chaque instant, le souvenir de Camille s'impose dans les objets restés intacts, dans les photos encadrées, dans les silences du soir où la maison semble trop grande. Ses amis, Marion et Sarah, ont grandi, poursuivi leurs études, quitté Saint-Martial pour des horizons plus larges. Mais chacune porte en elle une part de culpabilité, cette impression insupportable de n'avoir pas su protéger leur ami, d'avoir raté des signes pourtant visibles. Elles en parlent de parfois, entre elles, à voix basse, comme pour conjurer le poids de ce passé. Pour elles, l'adolescence ne sera jamais synonyme d'insouciance. Elle restera associée à la perte brutale de Camille. Au niveau collectif, l'affaire a marqué les esprits bien au-delà du village. Elle a suscité des débats sur les violences adolescentes, sur l'emprise, sur les signaux d'alerte trop souvent minimisés. Des associations se sont saisies de cette histoire pour sensibiliser les jeunes aux dangers des relations toxiques. Dans certains lycées, on cite le cas de Camille pour rappeler l'importance de parler, d'oser demander de l'aide. Mais dans la mémoire intime, celle qui dépasse les discours publics, Camille reste avant tout une fille souriante, une élève passionnée, une adolescente pleine de rêves. Ses carnets, retrouvés par sa mère, sont devenus un trésor douloureux. Des pages remplies de citations, de réflexions, de bribes de chansons. Certaines phrases, écrites à la hâte, résonnent comme des prémonitions. J'aimerais qu'on me comprenne vraiment. Ces mots, relus encore et encore, arrachent des larmes à ceux qui les découvrent. Le puits, lui, a été scellé. Une dalle de béton recouvre désormais l'ouverture et personne n'ose plus s'y approcher. Pour les habitants, il est devenu un lieu maudit, symbole du drame. Certains évitent même le chemin forestier qui y mène, comme si l'ombre du crime s'y attardait encore. Dans les années qui suivent, des journalistes reviennent parfois à Saint-Martial pour recueillir des témoignages. Les habitants, lassés de revivre sans cesse la douleur, répondent de moins en moins. Mais quand le nom de Camille est évoqué, les regards se voilent et le silence se fait. Le souvenir de cette adolescente étranglée et abandonnée dans un puits n'est pas seulement celui d'un crime atroce. C'est aussi celui d'une communauté brisée, forcée de regarder en face la noirceur qui peut surgir au cœur même des endroits les plus paisibles. L'histoire de Camille a appris à Saint-Martial que personne n'est à l'abri, que la violence peut se tapir derrière un sourire familier. Pour ses proches, l'héritage de ce drame est une lutte quotidienne. Continuer à vivre, malgré l'absence. Trouver la force de sourire, malgré la douleur. Préserver la mémoire de Camille, non pas comme une victime, mais comme la jeune fille lumineuse qu'elle était. Et quand les cloches sonnent chaque année en février, dans le froid pénétrant de l'hiver, la voix silencieuse de Camille semble encore flotter dans l'air. Elle rappelle à tous que derrière les murs de pierre, derrière les apparences tranquilles d'un village, se cachent parfois les plus sombres tragédies. Ce drame, devenu histoire collective, restera gravé pour toujours, comme une plaie que le temps n'efface pas, mais que la mémoire entretient pour que jamais ne s'éteigne le souvenir de Camille.